ce sont des affaires très peu nombreuses, mais quand vous avez l'affaire du Mont-Saint-Odile, où après 17 ans de procédure, vous arrivez à un non-lieu, pourquoi il y a eu 17 ans de procédure? C'est que des victimes ont souffert d'avoir perdu des proches. Mais elles ne souhaitaient pas avoir seulement indemnisation, elles souhaitaient absolument qu'il y ait un coupable identifié et sévèrement condamné. Un bouc émissaire, le deuil, comme on dit, formule que je trouve contestable, ne peut pas se faire sans ce bouc émissaire. Et ces quelques affaires très peu nombreuses, emblématiques, donnent le sentiment que la justice n'a pas bien fonctionné puisqu'elle n'a pas permis à ses victimes d'ajouter à la réparation légitime, sur le plan civil, une condamnation au plus haut niveau et au plus grave. Souvenez-vous de l'affaire d'Aléria, souvenez-vous de ces victimes des échafaudages mal faits pour assister au match de foot. Le préfet qui n'avait jamais rien connu de l'affaire, on l'a reproché amèrement. Les victimes auraient voulu que le préfet soit mis en prison, qui n'avait pas connu du dossier. Et donc un sentiment qui se répand qu'il n'y a pas de justice. Et là, ça rejoint une formule que j'indiquais à un ministre dont j'étais directeur de cabinet à un moment donné, qui ne connaissait pas la justice, et qui était interpellé, comme ici ce soir, par toutes les doléances qui arrivent. Et je lui ai dit, vous savez, monsieur le ministre, le problème, c'est que les Français demandent justice, mais que très souvent, en fait, ils veulent surtout avoir raison. Et qu'il y a entre avoir raison et avoir justice un écart. Et que cet écart, s'il n'est pas comblé par ceux qui ne peuvent pas avoir raison, mais qui demandent raison malgré tout parce qu'ils estiment qu'eux doivent avoir raison, alors que le droit n'est pas pour eux, ceux-là sont les frustrés de la justice. Et cela répand le sentiment que la justice ne fonctionne pas. Alors, je ne vais pas prolonger mon discours pour dire qu'il y a sûrement des progrès à faire. Il y a des progrès dans beaucoup de domaines à faire, mais je crois que le premier progrès, c'est que ces trois bases fondamentales de la démocratie, que sont la justice, le politique et la presse aussi, qui a un rôle à jouer, ne soient plus dans un système de bouc émissaire. Je vais prendre l'exemple du politique, mais je pourrais prendre du médiatique. Le médiatique, par exemple, va dire, lorsqu'on commence l'affaire Outreau, comment il y a des réseaux très odieux, et bien entendu, cette justice va procéder, ces réseaux de notables qui ont des pratiques insupportables, donc elle va stigmatiser, si vous voulez, des comportements, et ensuite, lorsqu'il s'est avéré qu'il n'y avait pas de réseau du tout, et que l'on a malheureusement été dans une mauvaise voie, va stigmatiser le comportement. C'est-à-dire qu'on est dans un jeu de bouc émissaire. Et le politique est souvent dans cette situation. Il voudrait avoir une analyse sur la justice pour dire, moi, vous allez voir, on a commis un assassinat et des crimes épouvantables, mais je tiens la justice et je demande des peines exemplaires. Et le coupable, je souhaite qu'il soit très gravement sanctionné, parce qu'elle valorise son rôle politique. Mais si ensuite il y a une erreur qui a été commise par cette stigmatisation, qui est une pression considérable par la presse et par le politique, alors on va dire cette justice ne fonctionne pas, il faut sanctionner. Donc on a ce jeu qui est extrêmement pervers de renvoi de bouc émissaire et de recherche de ces bouc émissaires, et je crois que c'est véritablement, on voulait, je dis, puisque c'est un parti politique qui aujourd'hui m'a convié à venir, si on veut que les choses avancent, ça avancera le jour où il y aura une véritable volonté lucide et claire à trois partenaires de faire la place à chacun et de donner sa place à chacun pour que chacun soit dans son rôle et ne pas empiéter sur le rôle de l'autre. Ce qui ne veut pas dire forcément indépendance, j'entends souvent indépendance, mais plutôt respect des fonctions et respect de l'autonomie que chacun doit avoir dans l'exercice de ses attributions. Je crois que c'est comme ça qu'il pourrait y avoir un véritable progrès pour le fonctionnement de la justice et donc un rétablissement de la confiance des citoyens. Du terme de notre débat. En fait, cette question de la confiance, il y a même des économistes qui ont publié il y a quelque temps un livre là-dessus. Ils ont essayé de s'interroger sur le fond du problème de la France. Bon. Et ils ont publié un livre, dont je parle sous le contrôle de certains économistes ici, sur la société de défiance. Bon. Sur le fait qu'une grande partie des problèmes de la France vient du fait, par exemple, en matière de droit du travail, que comme patrons et employés ne se font pas confiance, donc patrons pensant que les employés sont souvent des cossards qui vont tirer parti du système, et donc employés pensant qu'ils ont affaire à des patrons qui vont chercher à les exploiter, à les virer à la première occasion une fois qu'ils seront pressés comme des citrons, eh bien il y a une intervention du législateur de la loi qui est extraordinaire en France, qui entre dans le moindre détail du contrat de travail, qui rend les choses extrêmement difficiles, extrêmement non maniables, et qui fait justement
que les relations sociales sont assez mauvaises et que la flexibilité ou la flexi-sécurité sur le marché du travail eh bien, n'est pas obtenue et finalement avec un niveau de chômage plus élevé. Donc on a en partant d'une espèce de défiance dans la société, une intervention, une légitimité du politique à intervenir au-delà peut-être de ce qui est nécessaire et du coup des effets pervers. Et effectivement on voit que dans le domaine de la justice c'est un peu la même chose. Bon. Et donc ça je crois que ça doit nourrir notre réflexion à différents points de vue. Bien. Y a-t-il d'autres questions? Une dernière question peut-être, ensuite on fera une petite annonce, je dirais pro domo pour la gauche moderne, mais vous nous pardonnerez. Et puis voilà, ensuite, comme le principe c'est que les débats ne soient pas trop longs, puisque justement, pour que l'intérêt soit toujours tout à fait soutenu. Y a-t-il une dernière question? Sinon, moi j'en ai une si c'est possible. Ça fait 3 fois, donc je préfère. Y a-t-il d'autres? Bon, allez, voilà. Bon, j'étais un petit peu frustré dans la mesure où vous n'avez pas répondu à ce que j'appelle les écoles de formation. C'est extrêmement important. Or, vous avez bien, vous, une image de ce qu'il faudrait faire. Je me retourne vers vous, puisque vous êtes intervenu brillamment sur récemment. Est-ce que vous voyez un conseil, puisque vous avez été conseil d'un ministre, un conseil que vous pouvez donner aux 2 écoles sur le plan de la formation donc, des magistrats et des avocats? Et juste ajouter une chose. Le sujet de la formation est un sujet, vous avez raison, tout à fait important parce qu'il faut une adaptation permanente. Je dirais qu'au niveau de l'École nationale de magistrature, on a, j'en suis persuadé, une formation de très haut niveau qui d'ailleurs est sollicitée dans le monde entier, comme modèle ou pour former des magistrats étrangers qui y sont formés. Que probablement, ce qui est un déficit dans notre système, c'est la formation permanente. Car médecins, magistrats, ingénieurs, le monde bouge très vite et il faut s'adapter. Et que les magistrats changent de fonction et souvent on leur demande de but en blanc de prendre des responsabilités, fonctions juridictionnelles dans des domaines tout à fait nouveaux. Il faudrait absolument qu'ils puissent bénéficier d'une formation d'adaptation à ces nouvelles fonctions. Là, il y a un déficit qu'il faudrait combler, qui a été amélioré. Il y a une formation continue, il y a une proposition de formation continue très riche. Malheureusement, le suivi est obligatoire d'ailleurs, comme pour les avocats maintenant, mais probablement pas suffisant, pour des raisons aussi qui tiennent à des temps, à la disponibilité. La disponibilité, lorsqu'un juge d'instruction a 120 dossiers ou 130 dossiers et qu'il doit partir en formation pendant 15 jours, c'est des dossiers qui attendent, des détenus qui attendent, donc il hésite et puis il y renonce. Et ça, c'est un des problèmes de la formation continue qui mériterait d'être considéré, notamment en temps de disponibilité pour le magistrat pour la suivre effectivement. Vous avez une question, après ça on vous donnera la parole pour conclure peut-être. Oui, ça n'est pas vraiment une question, mais c'est plutôt une remarque. Vous avez évoqué là, la question du bouc émissaire et comment la désignation d'un bouc émissaire dans un discours assez commun pour la victime pouvait être pour elle, la victime, faire en sorte qu'elle fasse son travail de deuil. On entend très souvent ce type de propos dans la presse et très souvent aussi donc dans la bouche de certains magistrats. Et j'aimerais pouvoir dire que ceci est complètement faux. Parce que c'est un argument qui vient du champ, je ne sais quel champ, du champ de la psychologie ou du champ qui est tiré d'un champ supposé être un champ scientifique, mais qui est absolument faux. La désignation d'un bouc émissaire ne permet pas à la victime de faire son deuil, au contraire l'entretien dans la quête inassouvie effectivement de cet objet qu'elle refuse de perdre. Faire son deuil, c'est accepter de perdre quelque chose. Voilà, et que c'est l'envers exact de la désignation d'un bouc émissaire. Il y aurait là-dessus, je crois, tout un travail, une réflexion à mener, parce que ce type de propos qu'on entend quasiment journalièrement sur les ondes, dans la presse et dans des milieux un petit peu plus professionnels, je trouve qu'il fait des dégâts considérables. Parce que c'est tout simplement faux. L'origine du bouc émissaire, il est philosophique. C'est René Girard qui a développé, essentiellement avec une argumentation qui remonte à la Bible, tout ce mécanisme, effectivement, qui fait que face au malheur qui vous tombe dessus, vous avez, sauf si c'est le tsunami, et encore, vous avez tendance à rechercher un coupable. Vous voulez trouver un coupable. Vous pensez que ce n'est pas le sort qui vous est étranger, mais que c'est le fait. Et ça, c'est une démarche psychologique. Alors, je ne suis pas psychologue, mais effectivement, René Girard, qui a lu son livre et ses ouvrages, a bien analysé. Bien, donc, avant, donc,